What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe. Cette semaine, pas grand chose qui se passe dans ma vie. Magasinage du temps des fêtes, comme tout le monde. Je me suis cassé une dent, un plombage qui est tombé. Puis c'est pas mal ça, fait que la musique d'intro commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Cette semaine, je vous parle de Des souris et des hommes de John Steinbeck. Non, pas de Des kiwis et des hommes. Il n'y a pas de palourde royale au menu, juste de la grosse misère sale. John Steinbeck a déjà gagné le prix Nobel de la littérature, pas avec ce livre-là, mais plutôt avec East of Eden. Sauf qu'on peut vraiment sentir pourquoi il a gagné ce prix-là, même avec Des souris et des hommes. Je vous l'ai dit, c'est un grand classique. On sent vraiment l'expérience de l'auteur. Il nous amène dans un univers, on y plonge à 100%. Dans le cas de Des souris et des hommes, on suit George et Lenny, qui sont deux travailleurs qui traversent le pays pour se trouver de l'emploi à l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis. George parraine un peu Lenny, même s'il est très méprisable à son égard. Lenny est un peu simple d'esprit, il tripe vraiment sur la sensation tactile, il a envie de toucher tout ce qui a de l'air doux et ça le met dans de beaux draps. Justement, l'énigme tourne un peu autour de ça, donc je ne veux pas trop en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est de porter attention au personnage du chien, à ce qu'il représente pour George, à ce que les chiots représentent pour Lenny. J'ai trouvé ça super intéressant. Autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est les dialogues. Je ne suis vraiment pas un fan de dialogue dans la vie. Généralement, c'est les parties que j'aime le moins des romans. Ça apparaît également quand j'écris, j'en écris pratiquement jamais, pour la simple et bonne raison que je ne maîtrise pas le dialogue, justement parce que c'est probablement l'outil littéraire qui m'intéresse le moins, ou c'est peut-être plutôt le contraire, peut-être que ça m'intéresse pas justement parce que je le maîtrise pas. Mais ce que j'ai aimé avec Des souris et des hommes, c'est que tout l'information presque passe par le biais des dialogues et on sent pas que c'est forcé. Steinbeck le fait vraiment de manière exquise. Il sait comment donner l'information au lecteur sans que ça dénature la conversation. Donc on a toute l'information qui passe par là. L'action avance grâce au dialogue. On est presque en présence en fait d'une pièce de théâtre, mais il y a quand même des paragraphes de texte qui eux vont servir peut-être plus à faire dans la description. Donc ça vient un peu balancer le tout. Parfois on a besoin de reprendre notre souffle, puis j'ai l'impression que les descriptions servent cette cause-là. Un peu comme la didascalie pourrait servir au théâtre, sauf que dans le théâtre, la didascalie n'existerait pas. J'imagine que Des souris et des hommes a déjà été adapté au théâtre. Ça serait complètement étonnant de savoir que ça n'a jamais été adapté pour la simple et bonne raison que justement c'est tellement facilement adaptable. Il me semble que c'est le genre de truc que je verrais sur les planches de théâtre. Honnêtement, je pense que ça vaut le détour. C'est un livre qui m'a vraiment touché. La fin est sublime. Mais également tout l'ensemble du livre, on sent vraiment qu'il y a une réflexion qui est avant-gardiste par rapport à la misère, par rapport à la solidarité qu'elle engendre, mais également par rapport à la solitude qu'elle peut venir causer. Il y a également une belle réflexion sur le rôle des Afro-Américains pendant la Grande Dépression. Puis je trouve ça vraiment super avant-gardiste de se mettre dans la peau d'un homme noir en 1920. Donc, puis c'est pas fait avec maladresse, c'est vraiment bien fait. On sent qu'il y a vraiment une quête de comprendre l'autre. Donc, j'ai rien à dire de mal de Des souris et des hommes de John Steinbeck. Je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui est assez court, ça se lit super bien. On parle de 6 chapitres. C'est des chapitres qui sont peut-être un peu longs pour le format du livre. Peut-être qu'on aurait pu splitter ça en plus de chapitres, mais en même temps,
chaque chapitre représente bien une unité d'action. Donc, je vois pas pourquoi on le ferait, si ce n'est que pour peut-être améliorer la facilité de lecture, pour pouvoir accélérer le processus. Je sais que moi, j'aime ça m'arrêter vraiment à la fin d'un chapitre. Des fois, il y a des livres qui ne nous le permettent pas. Des souris des hommes auraient peut-être pu, juste à ces fins-là, être un peu coupé, mais je pense que ça l'aurait ralenti l'action, puis c'est vraiment pas souhaitable. Donc, moi, j'accepte que ce soit comme ça, quitte à, au pire des pires, lire juste un demi-chapitre. Puis comme je vous dis, on parle d'un livre d'à peu près 200 pages, donc c'est pas des chapitres qui sont super longs non plus, là. Donc, that's it, Les souris des hommes. Et parlant d'hommes, je vous parle d'Avant les hommes de Nina Bouraoui. C'était un livre pour lequel j'avais quand même des attentes. Ça faisait partie de ma sélection de littérature queer. J'avais hâte de lire ce livre-là, définitivement. Ça a été une grosse déception pour moi cette semaine, honnêtement. Vraiment, j'ai trouvé que l'histoire était ordinaire. On suit pendant une centaine de pages l'histoire de Jérémy, qui est obsédé par Samy, un jeune homme avec qui il va à l'école et qui habite proche de chez lui. Il vit une peine d'amour en fait, mais c'est une peine d'amour d'un jeune homme avec qui il n'a jamais eu de fréquentation. Donc ça, je suis capable de comprendre. Je trouve ça vraiment intéressant en fait de montrer peut-être l'impossibilité de certaines relations, d'à quel point notre orientation sexuelle peut nous bloquer si elle est aussi peu partagée en fait par les gens qu'on est susceptible d'aimer. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette espèce d'idée d'un amour impossible. Par contre, j'ai plusieurs lacunes que j'ai trouvées à ce livre-là. D'abord, Jérémy nous parle de 4 hommes. Donc il y a Samy, il y a son vendeur d'herbe, et ça on en reparlera, Ralph. Il y a Alex, une ancienne fréquentation de sa mère, et il y a son père. Et on constate en fait que Jérémy est amoureux, ou du moins s'amourache rapidement des 3 premiers hommes et ne peut s'amouracher évidemment de son père. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu un cliché par rapport à l'homosexualité de penser qu'un homme homosexuel va tomber en amour avec tout ce qui bouge. Ça m'a un peu titillé, ça m'a un peu dérangé de voir ça. J'aurais aimé qu'on ne tombe pas dans ce cliché-là. Ensuite, il y a la présence en fait d'un amour qui est presque incestueux avec la mère, puis le rejet du père, ou du moins appelons-le le presque rejet. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un peu cliché, comme si c'était en fait des raisons qui expliquaient l'orientation sexuelle de Jérémy. Je sais pas si c'est ce que l'auteur a voulu faire, mais ça semblait être ça. C'était vraiment fait de manière très maladroite. Donc ça, à ce niveau-là, ça m'a titillé aussi. Je pense pas que c'est le genre de raison du pourquoi on est homosexuel, bisexuel, pansexuel. Je pense pas qu'il y ait des raisons qui poussent un homme à aimer d'autres hommes. Donc ça m'a titillé aussi. Autre chose qui m'a vraiment dérangé, c'est également le regard qu'on pose sur le cannabis. C'est drôle de voir à quel point l'auteur romance la drogue. Il y a ce passage-là qui vient vraiment bien montrer ça. Jérémy dit « Avec le shit, je vais chercher de l'amour au fond de moi. Et même si c'est une illusion, cet amour me transporte. Quand je ferme les yeux, je danse avec quelqu'un et là, je commence à exister. » Je sais pas, je trouve que c'est un peu exagéré selon moi, là. Je sais pas, peut-être que je me souviens pas qui j'étais étant adolescent, puis à quel point le cannabis avait des effets sur moi, mais il me semble que je me vois pas danser avec quelqu'un quand je ferme les yeux alors que je suis sous l'influence du cannabis. C'est peut-être juste moi qui est trop cynique, là. Le narrateur dit également que des gens tuent pour la cam. Ça aussi, j'ai trouvé ça un peu exagéré, là, je sais pas. Je connais pas de gens qui ont tué pour du cannabis, là, mais bon. C'est le genre de petits trucs qui, moi, me déplaisent vraiment. On dirait que ça vient montrer un certain manque de connaissances par rapport au sujet qui est abordé. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que si on est pour
aborder un thème, puis parce que, tu sais, je veux dire, la consommation d'herbe de Jérémie est vraiment omniprésente dans le livre. Donc, si on est pour aborder ce thème-là et en faire un thème principal, j'ai l'impression qu'il devrait avoir des recherches d'accomplies. J'ai l'impression qu'on devrait aller approfondir un peu plus nos connaissances sur ce sujet-là, de sorte à pouvoir en parler sans tomber dans les clichés, sans romancer tout ça. Donc, je sais pas, ça m'a déplu beaucoup. Le style en général m'a déplu. Je peux peut-être vous lire un autre passage qui pour moi était assez risible. Ça va comme suit. Quand je suis vraiment défoncé, je lui écris des lettres que je ne lui envoie pas. Je deviens moins inquiet, alors il entre dans ma coupole étoilée. J'ai rêvé de ta peau qui passait à la mienne. Je me sentais bien en toi, sur toi, tout autour de toi. J'étais dur, j'étais doux, j'étais le monde et l'absence du monde. Nous n'avions plus de temps, plus d'espace, nous étions tout le temps, tout l'espace. J'entendais loin de nous la neige tomber dans un autre jardin que le mien. Je sentais tout le feu de l'été nous pénétrer. Nos sangs montaient ensemble du cœur à la tête comme deux flèches empoisonnées. Nous échangions nos salives, je me sentais plus fort parce que je pouvais te regarder de l'intérieur. Le ciel n'était pas bleu, il était rouge comme le sont nos veines qui se croisent. Nous sommes perdus l'un dans l'autre, puis nous avons retrouvé notre histoire. Marche sur ma ligne, Samy. Marche sans nous faire tomber. Je sais pas, je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis ça m'amène à mon dernier point du pourquoi j'ai vraiment pas aimé ça. C'est en fait, je viens de le reconstater en lisant, tout le passage que j'ai lu, c'est pratiquement qu'une seule phrase. En fait, il y a quand je suis vraiment défoncé, je lui écris des lettres que je ne lui envoie pas, qui est une première phrase. Puis à la toute fin, il y a marche sur ma ligne, Samy, marche sans nous faire tomber, qui en est une autre. Entre les deux, c'est une longue phrase avec plein de virgules. Moi, ça m'horripile. Faites des phrases plus courtes, s'il vous plaît. C'est le minimum pour un lecteur que d'avoir une phrase qu'on est capable de suivre. Quand c'est une phrase qui prend littéralement une page au complet, je trouve ça dégoûtant. Je trouve ça vraiment mauvais. C'est un mauvais usage de la ponctuation. Puis, pour moi, ça sert à rien de faire des virgules comme ça, de faire des longues phrases comme ça. En fait, c'est nuisible. C'est heurtant pour le lecteur. C'est difficile en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, de faire des phrases aussi longues qui font du sens, puis dans lesquelles on est capable de garder l'essence. Donc, honnêtement, comme je dis, je pense que ça sert personne. On peut mettre des points, ça fait juste respirer un peu. Ça fait du bien. Au moins, il y a des virgules, c'est déjà bien. Mais pour moi, c'est vraiment un usage médiocre de la ponctuation. Mais ça peut pas être pire que cette phrase-ci que vous voyez présentement à l'écran. Il est marqué « Dans mon rêve, virgule, ma mère dit 2 points, qu'elle est triste parce qu'elle vient de perdre son enfant, virgule, Alex la sœur contre lui et dit 2 points, ouvre les guillemets, le prochain restera, virgule, lui, point, fermez les guillemets. » Moi ça me fait capoter. Dans mon rêve, ma mère dit 2 points, qu'elle est triste parce qu'elle vient de perdre son enfant. Dans mon rêve, ma mère dit 2 points, ça l'implique qu'on ouvre un dialogue direct, donc elle devrait dire plutôt je suis triste parce que je viens de perdre mon enfant. Puis là, fermez les guillemets, Alex sa sœur contre lui et dit 2 points. Ouvrez les guillemets, puis là, le reste de la phrase, on laisse tel que tel. D'ailleurs, la moitié de la phrase, pour moi, fait du sens. Alex la sœur contre lui, il dit 2 points, puis là, on ouvre les guillemets. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... C'est peut-être moi qui n'ai pas un expert du français, mais il me semble que ça fait pas de sens que ça soit pas la même chose juste au-dessus, dans la même phrase. C'est littéralement la même phrase. Ça fait pas de sens pour vrai. Pour moi, ça m'a vraiment tué. Au début, j'étais comme, bon, j'en parlerai pas de la ponctuation, c'est peut-être moi qui est juste vraiment trop têteux. Mais là, quand j'ai vu ça, tabarouette de mots, t'as dit de Brozo, là, maintenant, Nina Bouraoui, Avant les hommes, allez pas lire ça, c'est pas très bon. Is that a White Claw? That is a White Claw. White Claw! White Claw! Mango White Claw! Ça fait que l'autre jour, j'ai manqué de batterie. J'ai pas été capable d'enregistrer le dernier vidéo. C'est donc aujourd'hui, en mode un petit peu plus péniposé, que je vous parle du dernier livre, Chauffer le dehors de Marie-André Gill.
un recueil de poésie qui est paru chez La Peuplade. Marie-André Gill, c'est un peu l'héritière de Joséphine Bacon, mais elle se distingue quand même vraiment beaucoup de Joséphine Bacon. C'est pas un copier-coller, pas du tout. C'est plutôt qu'il y a certains poèmes dans lesquels on va ressentir l'économie de mots dont je parle tout le temps lorsque je parle de Joséphine Bacon, mais il y a d'autres poèmes où, au contraire, on va avoir vraiment des images qui sont plus poussées, des vers plus longs, des poèmes plus longs également. J'aime beaucoup le fait que Marie-André Gill ait décidé d'avoir un fil conducteur tout au long du recueil. Ce filon conducteur-là, c'est l'amour, la peine d'amour plus précisément. C'est pas nécessairement un thème qui, à prime abord, m'intéresse, mais c'est tellement bien exploité dans le cas de Marie-André Gill. Ce qu'elle a voulu nous montrer, en fait, c'est que il y a des moyens de se sortir de la peine d'amour. Pour elle, c'était l'écriture. Il y a d'ailleurs un beau poème dans lequel elle parle en fait du pouvoir de l'écriture, du pouvoir émancipateur de l'écriture. Mais plus le recueil se développe, plus la pensée de Marie-André Gill se développe et plus on se rend compte qu'en fait, la meilleure solution pour soigner le blues, pour soigner les peines d'amour, c'est le dehors, c'est le territoire. Il y a un moment où elle le dit littéralement, puis c'est d'ailleurs un de mes passages préférés du recueil parce qu'elle parle également de l'autonomie. Ça va comme suit. Je me touche, je lis, un écureuil essaye de me grimper dessus. Je suis une princesse Disney en tabarnak. Je marche dans la forêt dense, je m'égratine partout et j'aime ça. Vraiment. J'aime que mon corps se magane par le hors-piste, qu'il ait des traces comme des signes de fierté et d'autonomie, de force et d'endurance. Dans ces moments-là, je suis toute là, pas tuable, pas grand-chose et total à la fois. Et ça me sort de ma vase. Plus je me rapproche de la nature, plus je me sens digne de sa voix, donc de la mienne. Le dehors est la seule réponse que j'ai trouvée au dedans. Je trouve que c'est un poème qui est vraiment sublime. Tout d'abord, comme je disais, Marie-André Gill va vraiment exprimer à quel point le territoire puis le fait d'habiter le territoire peut vraiment nous sortir de notre quotidien morose. Mais également, j'aime vraiment en fait le fait qu'elle vienne souligner l'importance de l'autonomie. Parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles on n'a pas le choix justement d'assumer cette autonomie-là, de la vivre à 100%. Puis c'est cette autonomie-là, c'est le fait d'être capable de vivre pour soi qui va nous permettre de survivre dans certaines conditions. Puis je pense que le territoire, surtout le territoire québécois, est très aride. Puis quand on va vraiment dans le fond du territoire, on se rend compte qu'on est petit, puis il faut tout pour réussir à survivre. Il faut vraiment se concentrer. Puis je pense que justement, c'est cette concentration-là qui peut nous permettre éventuellement d'oublier nos problèmes, de juste vivre la vie comme elle se doit d'être vécue à une certaine manière, parce qu'on sort de la société de consommation, on sort de la société capitaliste, puis on retrouve les méthodes de vivre ancestrales. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vivent en ville pour qui un chalet, c'est un endroit où est-ce qu'il y a une télévision, une douche à l'eau chaude, de l'électricité, de l'eau courante, etc., etc. Par contre, vivre le territoire, c'est pas exactement ça. Ça va être vivre dans une habitation qui est rudimentaire ou voire même vivre à la belle étoile. Puis, sans tomber dans des philosophies un peu à la Alexandre super vagabond, comme dirait Sarah Lazaroni. En fait, pas juste Sarah Lazaroni, là, c'est la traduction française. Là. Je ne veux pas m'acharner non plus sur la pauvre étudiante en anthropologie, mais c'est pas de vivre non plus justement dans un autobus au fin fond du bois. C'est juste en fait d'épouser la vie quotidienne dans un territoire qui, à prime abord, est hostile à l'humain. Puis je pense que ça peut passer justement par une habitation rudimentaire, mais ça va faire en sorte en fait que l'humain va avoir à vraiment se concentrer sur les tâches primaires, puis à se concentrer à se nourrir, à se faire vivre. Puis souvent, on va oublier des choses qui sont peut-être un petit peu plus futiles, comme les sentiments, comme l'amour ou comme les relations. Puis je dis pas que c'est des choses qui sont futiles dans la vie, c'est important d'entretenir des relations, mais je pense que c'est des choses qui passent après la survie. Puis si on regardait la pyramide de Maslow,
on constaterait effectivement que d'entretenir des relations, ça fait pas partie des besoins primaires. Donc, j'ai trouvé que Chauffer le dehors amenait une belle réflexion à ce niveau-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Marie-André Gill. Je vous conseille vraiment, sincèrement, fortement. 3 adverbes. C'est à ce point-là que je vous le conseille. Ma suggestion de la semaine, c'est bien simple, ça va être de ne pas lire Avant les hommes de Nina Bouraoui. J'ai décidé de flip things up un peu. J'avais vraiment envie en fait de vous conseiller autant Des souris et des hommes que Chauffer le dehors. Puis je me suis dit, dans le fond, pourquoi est-ce que ma suggestion ne serait pas une suggestion négative cette semaine? Donc je vous conseille de ne pas lire Avant les hommes. C'est pas que c'est... Non, c'est mauvais. C'est mauvais, fait que lisez-le pas. Puis, sincèrement, allez vous chercher les 2 autres livres, Des souris et des hommes, si vous voulez vraiment voir comment un dialogue peut être naturel dans un livre. Chauffer le dehors, si vous voulez explorer des thèmes comme l'amour, comme le territoire, comme la dépression, comme la solitude. Je vous invite vraiment à aller lire Chauffer le dehors de Marie-André Gill, Des souris et des hommes de John Steinbeck. Fait que that's it. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté Un shit qui existe. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out.